Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir. Nous voilà donc pour le focus. Donc ce soir, le focus est dédié à la création d'entreprises. Donc on va parler un peu du contexte économique de la Guadeloupe depuis le début de la crise et on va parler des personnes, des entrepreneurs qui osent en fait se lancer dans le cadre de la crise. Voilà, c'est une gageure, c'est un pari. Mais d'abord, donc mon invité, j'ai deux invités ce soir. Donc on a un invité sur le plateau pour le moment. Donc mon invité, c'est Joris Gali. Bonsoir. 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 Donc Joris Gali, donc des Rhum Papa Rouillot, dont on va parler tout à l'heure. Donc déjà, alors est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'actualité? Est-ce qu'il y a une actualité qui a retenu votre attention en particulier? D'habitude, je monte des diapos, mais là, je me suis dit, tiens, demandons un peu l'actualité qui vous a... Alors, c'est vrai qu'en termes d'actualité, on est tellement dans nos entreprises qu'on essaie de se concentrer sur les actualités métiers, surtout quand on se lance comme ça. Après, l'actualité qui nous a marqué tous, c'est l'actualité sociale. Hein. Mm-hmm. C'est vrai que ça a été assez dur sur le monde socio-professionnel, sur les entreprises. Donc, c'est une actualité marquante de cette fin d'année. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, s'il faut rappeler un peu l'actualité du jour, le collectif contre l'obligation vaccinale qui a investi l'hémicycle de la région. Qu'est-ce qu'on en pense justement? Alors j'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux déjà, des collectifs, d'autres collectifs qui s'expriment, parce que c'est ce qui est aussi intéressant avec cette crise sociale, c'est qu'il y a énormément de personnes qui s'expriment sur la crise, contre le mouvement, pour le mouvement, donc ça fait beaucoup de débats dans l'espace public, c'est peut-être même, j'allais dire, une crise qui divise. L'opinion, qui divise l'opinion. Voilà, comment est-ce qu'on sent la fin de cette crise? Est-ce que vous, sans faire de pronostic, sans jugement, hein, réellement, c'est par rapport notamment au positionnement du gouvernement, qui lui-même, on va dire, a un positionnement relativement ferme sur sa position de campagne vaccinale, qui s'accentue d'ailleurs, puisque le pass sanitaire n'est pas vaccinal. En janvier. Non, c'est une sortie de crise. Nous, comme on la voit, on a du mal à voir cette sortie de crise. On la voit très en pointillé, on ne sait pas, donc on est dans une espèce d'incertitude. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, hein, c'est une crise qui divise jusque dans les familles et qui rend assez compliqué une réflexion assez cartésienne sur la question. Mais nous, après, en tant qu'entrepreneur, c'est clair que c'est un lourd tribut sur nos activités. Et il faut y penser quand même, puisque c'est vrai que malgré tout, hein, l'économie, c'est quelque chose qui est important, surtout pour l'après. Et pour permettre, effectivement, j'ai entendu qu'il y avait différentes revendications, dont des plans jeunesse, etc. Mais je regrette qu'on parle beaucoup des politiques et je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là, mais qu'on n'interroge pas les socio-professionnels. Ils sont absents du débat et pas parce qu'ils le veulent. Hein. Il y en a qui ont cherché à s'exprimer, mais je pense que leur parole n'est pas très écoutée. Et je pense que dans une sortie de crise demain, si on veut une économie qui fonctionne, qui fonctionne avec tous ces rouages, je pense que c'est un rouage important et qu'il faudrait peut-être les interroger un petit peu, savoir de quoi ils ont besoin, comment ils peuvent faire pour investir, pour embaucher, on sort un peu du cadre vaccinal, mais c'est vrai que la crise a relevé un certain nombre d'autres problématiques sociales. Je pense que les entrepreneurs ont leur mot à dire là-dessus. Oui, tout à fait. Je crois d'ailleurs que c'est certainement une des choses qu'on a tendance à oublier peut-être quand on est dans un contexte caribéen, francophone ou français.
c'est que finalement l'économie, c'est un peu le poumon du pays. Enfin, c'est ce qui permet aussi on sait que l'économie, c'est censé être un cercle vertueux. Hein. Il faut produire, il faut qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande, il faut qu'il y ait, le pouvoir d'achat, etc. Donc, effectivement, si on regarde nos voisins, je pense que c'est une des choses qu'ils n'ont pas oublié, c'est que leur survie, leur vie dépend justement de leur économie. Donc effectivement, on n'entend pas beaucoup les entrepreneurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là ce soir, parce que je me suis dit pourquoi, voilà, l'objectif en tout cas du focus, la ligne éditoriale que j'ai choisie, c'était justement de donner la parole à d'autres secteurs justement de la société civile, de l'économie guadeloupéenne. Donc on me parle avec des artistes, on parle avec des entrepreneurs, on parle avec... on a aussi, on va dire, décrypté aussi l'actualité politique, forcément, avec la Nouvelle-Calédonie. Et puis, normalement, la semaine prochaine, on parlera de l'évolution statutaire, parce que je pensais que ça aurait été intéressant de s'interroger, en tout cas de s'intéresser à l'évolution de notre statut depuis la plantation à aujourd'hui. Donc, on va voir, j'annoncerai ça pour la semaine prochaine. C'est un vaste sujet et on espère que le programme va se confirmer. Donc, justement, avant de continuer notre échange, j'avais envie de faire un petit bilan en me basant sur des données de l'INSEE. Donc de l'Institut national de statistique, voilà, donc qui étudie un peu le bilan économique 2020, puisqu'on n'a pas encore les chiffres 2021, il faut attendre l'année prochaine. Mais voilà, quelques dates clés, et ça va nous ramener un petit peu dans, j'ai pas toutes les dates de 2021, mais au moins pour 2020. Et on va pouvoir, parce que c'est aussi intéressant de faire le bilan des 2 dernières années. Donc déjà 2020, qu'est-ce que l'INSEE met en relief ? Donc déjà en janvier, qu'est-ce qui s'est passé ? 16 janvier, lancement de l'enquête annuelle du recensement de la population. 24 janvier, identification du virus, du Covid. Sur le territoire français, 31 janvier, minuit, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, donc le Brexit. Ça, c'est quand même des grandes étapes dans l'actualité européenne. 1er février, liquidation judiciaire de France-Antilles. La Guadeloupe, la Guyane et la Martinique sont désormais les seules régions françaises à ne pas avoir de quotidien papier. Le 10 février, promulgation de la loi 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire et à l'économie circulaire. La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique d'ici à 2040. Donc c'était cette fameuse justement interdiction des pailles en plastique, etc. Notamment les commerces, la restauration. Donc ça c'était février 2020. 25 février, l'Union des groupements des producteurs de bananes des Antilles présente la Pointe d'Or au Salon international de l'agriculture de Paris. C'est la marque commerciale déposée pour cette banane bio qui sera vendue sur le marché hexagonal. Il s'agit de l'hybride Florban 925 créé il y a plus de 20 ans par les chercheurs du CIRAD. Plus tolérante aux cercosporioses jaune et noire, plus petite que la Cavendish. Ensuite, crise sanitaire 25 février, propagation du virus. En Guadeloupe, le CHU met en place une stratégie d'adaptation. En mars, 6 mars, premier comité de suivi sur le Covid. 12 mars, épargné jusque-là, la Guadeloupe compte désormais un premier cas. Donc, le premier cas, c'était le 12 mars. Ensuite, on sait qu'on a été confiné. La compagnie maritime Costa Cruise annonce qu'elle suspend les opérations mondiales de tous ses navires le 13. On se rappelle toute la polémique qu'il y avait eu à propos de ce bateau de croisière, donc qui a été la porte d'entrée, ou en tout cas le vecteur justement d'arrivée du Covid sur notre territoire. Le 17 mars, le tribunal de commerce de Fort-de-France valide l'offre de reprise de France-Antilles, Guadeloupe, Martinique et Guyane par la société NJJ Holding qui propose de garder 126 des 235 salariés du groupe. Le 18 mars, le préfet de Guadeloupe prend un arrêté de restriction du trafic commercial aérien dans la lutte contre la propagation du virus Covid. Ensuite, on a également, concernant les dessertes maritimes, une décision arrêtée à la fois pour les communes et les compagnies maritimes, suspension du trafic sur l'ensemble de l'archipel. Le 2 avril, la SARA, la raffinerie de pétrole, décide de la mise à l'arrêt de sa production. Confinement oblige, la consommation de carburant chute de 80% aux Antilles et en Guyane. 11 mai,
Après 55 jours, un plan de déconfinement est mis en place en 2 phases avec maintien de l'état d'urgence sanitaire mis en place le 18 mars sur tout le territoire. Donc c'est en mai effectivement qu'on commence à lever le confinement. 17 juin, le journal France Antilles est à nouveau en vente en Guadeloupe et en Martinique. Septembre, le taux d'incidence le 23 septembre dépasse 250 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe. 23 septembre, point d'étape sur le chantier du nouveau CHU, nouvel hôpital de la Guadeloupe. Les travaux avancent et des emplois sont à pourvoir. La livraison prévue fin 2022 est repoussée au deuxième semestre 2023. Octobre, 1er octobre, mise en place des motifs impérieux pour voyager par avion ou bateau entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Barthélemy. 22 octobre, le plan de sauvetage de la compagnie Corsair a été présenté aux délégués du personnel. Un consortium de plusieurs investisseurs des DOM propose de reprendre la compagnie aérienne avec la garantie des prêts de l'État, jusqu'à 100 millions d'euros. L'actionnaire minoritaire allemand TUI maintient sa participation dans le capital. Novembre, la préfecture annonce le 26 via son compte Twitter 62 118 foyers fiscaux bénéficiaient d'une baisse d'impôts. Enfin, décembre, le tribunal de commerce de Créteil homologue l'accord de reprise de Corsair par le consortium d'investisseurs. 19 décembre, reprise du tourisme. Les premiers passagers de Paris et Bruxelles à l'aéroport Paul Caraïbes. Pas sur le côté. Désolée, je prends l'appel en direct. Notre deuxième invité vient d'arriver. Donc là, voyez, on a un petit peu une chronologie. Là, on voit un peu qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même ces 2 années et au niveau économique. Une année très chargée. Voilà. C'est bon de se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé en 2020. C'était une année assez lourde en événements, effectivement. Tout à fait. Donc, on va avoir notre deuxième invité qui va arriver tout à l'heure sur le plateau. Donc, effectivement, ça a été une année très chargée et c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses, tellement de rebondissements, tellement de changements, de mesures, qu'on perd le fil, je pense, de tout ça. Exact. C'était bien justement de se remémorer un peu certaines étapes. 2021 a été marqué quand même par, on va dire, une vague très forte. On fera le bilan l'année prochaine, mais très très forte qui nous a gravement touchés. Donc avec beaucoup de morts. Chaque jour on entendait ce chapelet d'informations, de décès, comme il est de coutume chez nous d'annoncer donc les obsèques. Donc là, la synthèse, on va dire, de l'économie, le territoire guadeloupéen. Donc il y a une baisse du PIB. Les secteurs qui ont le plus souffert sont la restauration et le tourisme. Donc on sait qu'il y a pas mal pas nécessairement le secteur tertiaire, pas nécessairement beaucoup on va dire une augmentation du chômage. Parce que finalement, il y a eu aussi un maintien, il y a eu par rapport aux statistiques, il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas expliquer ce soir, mais qui expliquent que les chiffres, en tout cas, n'ont pas augmenté. Parce qu'il y en a qui étaient comptés comme inactifs parce qu'ils ne veulent pas chercher dans leur emploi, comme inactifs, mais qui n'étaient pas comptés comme chômeurs. Donc c'est toute une histoire statistique, mais en tout cas, donc c'est le secteur de l'hébergement et de la restauration sont touchés aussi. L'hôtellerie, la restauration et je disais donc le tourisme. Donc c'est un peu tout ce secteur. Donc on a notre deuxième invité. Bonsoir Guylaine. Bonsoir. Guylaine à qui j'ai oublié de rappeler donc d'être là ce soir, mais quand même elle est là, heureusement que ça circulait bien. Donc ce soir, je rappelle, on a 2 invités, donc Guylaine Catibelza-René. Oui. Épicerie fine des Boudins Saint-Félix, qui est à Jarry, et on a Papa Rouillot, donc avec Joris Gali. Donc on va vouloir parler ce soir, on parle un peu de l'économie, et aussi on parle des entreprises qui sont nées justement pendant la crise. Donc c'était l'occasion aussi de vous mettre l'eau à la bouche pour Noël, puisque demain c'est Noël, et vous inviter à aller justement vous fournir chez les différents entrepreneurs guadeloupéens, notamment nos 2 invités ce soir. Exact. Donc
Donc ce soir, donc on parlait, Guylaine, de l'économie. J'aimerais savoir quelle est l'actualité qui, on va dire, t'a marqué en cette fin d'année. L'actualité, selon toi, qui est... Elle est riche. Ah oui, alors... On va éviter de parler trop du Covid. C'est ça. Je pense que c'est le Covid qui rythme notre vie depuis presque 2 ans. Moi, j'écoute plus trop les médias en ce moment, donc je ne sais pas trop ce qui se passe, à part la crise sociale de la Guadeloupe en ce moment. Bon, les choses ont redémarré depuis 2-3 semaines, timidement, et après, il y a eu une explosion. Je pense que les gens étaient un petit peu... ne savaient pas trop quoi faire, donc ils attendaient un peu. Donc, on a une suractivité en ce moment qu'on aimerait bien qu'il dure. Donc voilà. Et, on espère jusqu'au Nouvel An. On espère jusqu'au Nouvel An, et pas que jusqu'au Nouvel An, parce que j'ai entendu parler du tourisme. Je fais partie des entreprises qui fonctionnent avec le tourisme, parce qu'en période touristique, de fin octobre à mai, avril-mai, l'entreprise fonctionne très bien. Donc, effectivement, depuis 2 ans, je subis les conséquences de cette pandémie. Et voilà, on ne peut même pas faire de prévision. Donc, je ne peux que parler de ce que je vis aujourd'hui, parce que je vis au jour le jour. Nous vivons au jour le jour, je pense que nous tous. Je le vois bien sur les commandes de mes différents partenaires, fournisseurs, grossistes. Tout le monde commande de petites quantités, parce qu'ils ne savent pas. C'est ça, ils vont Mais bon, on s'adapte, on sait que on commence à s'adapter véritablement. On s'est beaucoup réinventé pendant les 2 années qui se sont écoulées, et on continue à se réinventer, à s'adapter. Et de toute manière... On s'adapte comment d'ailleurs? Quelles sont les solutions que vous trouvez justement pour continuer à travailler, à fonctionner, à peut-être équilibrer l'entreprise? Alors, moi, je ne vais pas refaire l'historique de mon arrivée à Jarry, parce qu'effectivement, j'ai ouvert une deuxième structure en plein Covid. Et en fait, l'idée était d'être une vitrine pour les artisans, parce que j'ai participé pendant des années à Jour à Tradition, et je trouvais extraordinaire tout ce que je voyais en termes d'agro-transformation, d'évolution de nos produits, de nos fruits, de nos légumes et de nos plantes. Et c'est vrai qu'une fois que Jour à Tradition était terminé, on ne savait pas trop où trouver tous ces produits-là. Donc, je voulais me rapprocher de ma clientèle, et j'ai profité pour rajouter la partie épicerie fine avec les agrotransformateurs. Donc, c'est vrai que c'était... il y avait déjà quand même des épiceries fines qui commençaient à faire le travail. Donc, le but est... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait rentrer le rhum Papaouyo. Aujourd'hui, ouais, voilà. Parce que alors je fouine beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis je discute avec des amis. On m'a beaucoup parlé du rhum Papaouyo. Par contre, j'ai pas eu le petit socle en bois. Cette problématique sera réglée dès demain. D'accord. donc franchement, j'essaie de trouver, comme nous tous, on essaie de trouver ce qu'il y a de plus rare, de plus intéressant comme produit. Et c'est ça qui nous permet d'attirer la clientèle, parce que les gens, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai désir de soutenir la production locale, de soutenir les entreprises artisanales de Guadeloupe, de consommer les produits de chez nous. Ça, personne ne peut en discuter. C'est vrai que tout le monde veut consommer Guadeloupe, tout le monde veut consommer les produits, tout le monde veut soutenir les artisans. Ça, on ne peut pas en discuter. Et les artisans font un travail extraordinaire en matière de packaging, d'inventivité, de créativité. Franchement, il y a des choses extraordinaires. On ne peut même pas se rendre compte de tout ce qui se passe en Guadeloupe, de tout ce qu'on peut faire. Ma boutique est devenue trop petite pour pouvoir accueillir tous les artisans, malheureusement, mais je fais tourner, et en ce moment, justement, il y a encore un rebond. Et en fait, ça fait plaisir aux gens de découvrir tout ce qui se fait de beau, de bon en Guadeloupe.
Mais oui, d'ailleurs, là, on va peut-être remontrer les images que vous allez pouvoir commenter parce que j'ai collecté quelques images justement sur Instagram, etc. Donc on voit. Donc là, c'est des produits donc de chez moi, des boudins de Saint-Félix. Donc on a. On peut revenir sur les. Ouais. Alors là, on a du boudin, de la chiquetaille de morue, des tartares de marlin, une salade de chartreux, des gratinés de crabe d'oursin. D'accord, on fait plein de choses. Mais en ce moment, on a mis plutôt l'accent sur le boudin puisque c'est la période. Donc ces choses-là, on les aura la semaine prochaine. D'accord. Ensuite, donc là, c'est un foie gras du chef Antus, extraordinaire. Extraordinaire, je l'ai goûté. D'ailleurs, si je savais qu'il était aussi bon et qu'il aurait eu autant de succès, j'aurais commandé 3 fois plus. Donc c'est parti. Donc là, très, tout est très parti. Vite. Ah ouais, c'est parti. Voilà. Vite. Bon, dommage, chers téléspectateurs, mais bon, il y aura d'autres commandes, on espère. Ensuite. Ah, on a les chocolats de Naomi Martineau qui n'est plus à présenter. Oui. Donc, elle fait des produits aussi extraordinaires. Franchement, ça part très vite. Et d'ailleurs, de nombreux paniers gourmands que j'ai composés cette année pour les entreprises, les particuliers, les administrations étaient bien garnis avec des produits de Naomi Martineau. Ensuite... Alors ça, là, j'étais étonnée. On a toute la gamme de Marie-Galante. Ah oui, Marie-Galante. Parce que mes parents, mon père est originaire de Marie-Galante, donc je suis très attachée à Marie-Galante. Donc j'essaie aussi, donc d'ailleurs, comme mon père, hier encore, il m'a ramené des produits de Marie-Galante. Donc comme ils y sont chaque semaine, il va faire les courses pour moi. Ouais, magnifique. Ensuite, on a... Ah ouais, les infusions de Caripoda. Alors là, franchement, ils ont fait fort en packaging. Les infusions sont exceptionnelles. Chez moi, ils sont en train de me ruiner parce que tous les soirs, tout le monde doit boire son infusion de Caripoda. Les produits partent très vite. Le packaging est exceptionnel. En plus, son fils est venu le rejoindre pour lui donner un coup de main. Et puis, il y a de belles histoires. Il y a de belles histoires. Beaucoup d'enfants viennent rejoindre leurs parents dans leurs entreprises. Donc, son fils est venu lui donner un coup de main. Et je vois qu'au niveau de... Il arrive à alimenter les points de vente beaucoup plus facilement qu'avant. On avait du mal avant, mais maintenant, là, franchement, je lui passe une commande ce soir. Je suis livrée demain matin. Super. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, justement, c'est l'histoire aussi des entreprises. L'histoire, il y a de belles histoires, de très belles histoires. Alors, déjà, l'histoire quand même du boudin de Saint-Félix, parce que moi, je vais en parler de l'histoire de chaque entreprise, parce que le boudin de Saint-Félix est célèbre. Moi, j'ai connu le boudin de Saint-Félix petite déjà. Tous les dimanches, je vais aller acheter le boudin de Saint-Félix. Votre famille, c'est très, très boudin de Saint-Félix. Donc, oui, c'est une belle histoire, mais il y a vraiment de belles histoires, et c'est ça qu'il faut continuer. C'est pour ça que je me bats, parce que franchement, j'avoue que des fois, après la crise sociale, si c'était pas une entreprise familiale, je laissais tomber. Franchement, je laissais tomber, mais je me dis, chaque fois que je repense à ma grand-mère, je me dis non, elle a tellement voulu que l'entreprise continue à vivre après sa mort, qu'il était hors de question. Donc je continue à me battre, parce que je vois que mes enfants sont bien intéressés. Exact, là, tu peux commenter aussi. Ils seront la 4e génération, en fait. À tes enfants vont prendre la relève. J'aimerais bien, mais si je me bats aujourd'hui, si j'essaie de la sauver, c'est pour que mes enfants prennent le relais. D'accord. On avait une image tout à l'heure à l'écran. D'un panier gourmand. Oui. Ouais, top. Alors là... Alors, on a un rhum vieux Rimonec 7 ans d'âge. On a une sauce boucanée de piment coco qui fait des choses aussi exceptionnelles. Elle a encore agrandi sa gamme avec des épices, des vinaigrettes. Elle fait des sauces boucanées, des ketchup. On a un petit beurre d'Aransor. Alors voilà, c'est une dame qui travaillait dans une administration et qui a été obligée de... Il y a eu une diminution du personnel et donc elle a été, je ne sais pas comment dire, écartée. Enfin, on lui a proposé un plan de départ. Et en fait, elle faisait déjà chez elle plein de petits produits. Et on a beaucoup d'artisans comme ça qui en fait font plein de bonnes petites choses chez eux. Et je les encourage à se mettre aux normes, à améliorer leur présentation, l'étiquetage. Franchement, il y a des choses... J'ai pas assez de place.
Donc déjà, vous voyez, on a pas mal de produits déjà pour les fêtes, hein, pour être Ah oui, franchement... aux saveurs terroirs guadeloupéens. Donc parlons de Papa Rouillot. Paraît que c'est une belle histoire aussi, Papa Rouillot. Oui. J'aurais bien aimé l'entendre parce qu'on m'en a beaucoup parlé. J'ai dit que j'allais regarder, me renseigner, mais comme mon fils et mon neveu sont passionnés de Rome, donc c'est mon fils qui vous a contacté d'ailleurs. D'accord. Et donc on fouille pour savoir qu'est-ce qu'il y a, parce que la Guadeloupe aussi a fait un bon extraordinaire rhum blanc et rhum vieux, avec beaucoup d'améliorations du packaging. Et on m'a dit que l'histoire de Papa Rouillot, elle est très belle. Donc Alors, j'aimerais bien écoutons l'entendre cette ce soir. histoire. Alors l'histoire de Papa Rouillot, déjà, c'est une histoire d'un collectif de planteurs, hein, du Moule, qui se réunissent il y a environ 6 ans et qui se disent, voilà, on a des cannes, on a de la belle canne, on en prend soin toute l'année, on essaye de faire de la canne de qualité et au bout du compte, le produit fini, on n'a pas le contrôle et donc l'idée part de dire qu'on va faire du rhum. Alors c'est une réflexion qui a pris beaucoup de temps, malgré l'évidence que ça peut avoir aujourd'hui, mais qui a pris beaucoup de temps à venir. Et on va faire du rhum, et on va essayer de faire du rhum pas n'importe comment, mais avec tous les choix des méthodes culturelles, jusqu'à la bouteille, au marketing, au packaging, en essayer d'en faire le produit le plus fin possible et le plus qualitatif possible. Et donc pour donner une image à cette histoire-là et un socle de valeur à cette histoire-là, mais effectivement, Papa Rouillot, c'est mon arrière-grand-père qui est né dans les années 1900, qui était colon. Alors un colon, c'était quoi? C'était quelqu'un à qui était attribué un petit morceau de terre et qui travaillait la terre et qui la travaillait avec passion et qui amenait sa canne à l'usine. Et en fait, l'histoire, c'est que ces colons, à l'époque, il y avait un droit tacite qu'ils puissent, si revendre des terres, racheter ces terres en priorité. Et en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Les terres enfin, il y a eu un procès de près de 17 ans pour justement pouvoir garder la propriété de ces terres, racheter ces terres au bout de 17 ans de procès. Et c'est en partie avec ces terres-là aujourd'hui qu'on produit le rhum Papa Rouillot. Donc, pour nous, c'est des valeurs de travail, d'abnégation, d'éducation, de transmission. Comme Madame disait, il y a de belles histoires en Guadeloupe. Je pense que c'est un bon format justement pour parler de ces histoires-là, parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment de tous ces Guadeloupéens et Guadeloupéennes, pas que de notre génération, mais des générations précédentes, qui se sont investis avec peu de moyens, souvent, pour donner de l'éducation, souvent à leurs enfants, pour permettre d'étudier et de pouvoir donner aujourd'hui ce type de produit. Et donc, nous, sur le projet Papa Rouillot, on a innové en quelque part, revenant à une méthode ancestrale, c'est-à-dire que la plupart des rhums agricoles antillais, qui sont excellents, d'accord, qu'on le dise. Les rhums agricoles sont parmi les meilleurs rhums au monde. Mais nous, on propose un rhum qui est distillé différemment et qui est distillé en alambic. Alors, un alambic, c'est les méthodes qu'on utilise pour les plus grands spiritueux aujourd'hui, que sont par exemple le cognac ou les grands whisky. Est-ce que c'est ce qu'on voit là à l'écran, pardon? Voilà, exactement. Alambic. Donc, c'est le col de cygne qu'on voit en cuivre en arrière-plan et qui nous permet de faire une vraie double distillation. Donc on vient distiller une première fois et on vient distiller ensuite un distillat. Donc on vient concentrer en saveur et concentrer en aromatique, ce qui donne un produit avec une texture qui est très particulière et un set aromatique qui lui est propre et qu'on pense plaît à un certain nombre aujourd'hui. Alors, on a une production qui est très limitée, puisque l'intérêt de l'alambic, c'est effectivement de faire un produit qui est très fin, qu'on peut faire très fin, mais qui est produit aussi en très petite quantité. Et voilà. Donc, c'est notre
quelque part notre ajout à la palette de rhum déjà qu'on fait d'excellence en Guadeloupe et de proposer une nouvelle expression de ce rhum-là. Ok, on va revenir dans quelques minutes, on prend une page de pub et on va reparler justement des saveurs de Papa Rouillot. Ok, avec plaisir. Donc nous voilà de retour pour discuter donc avec Papa Rouillot, pas avec Papa Rouillot mais enfin avec Joris Gali et Tim Sinésius qui est, donc nous a rejoint sur le plateau, donc qui est l'agriculteur de Papa Rouillot. Donc on parlait justement de je sais pas, on dit cépage pour le vin, mais on dit quoi pour le rhum? Variété. Les variétés de canne. Alors nous on en exploite 2. Oui, pour le rhum, on exploite les 2 variétés qui sont les plus connues en Guadeloupe. Et c'est ce qu'on plantait déjà. Hein. C'est ce fameux canne qu'on appelle plus couramment le fameux matos qu'on trouve plus souvent sur le moule. Je ne dis pas les numéros parce que ce sont les numéros que la recherche a donné aux différentes variétés. Mais en Guadeloupe, on a plus tendance à interpeller les cannes par un nom. Et nous, quand ça arrive, eh bien, il y a tel nom. Et c'est pour ça, depuis cette variété, c'est la canne matos. Ouais. Canne matos, ouais. D'accord. Ouais. Alors je lis là quand même sur ce qu'on m'a envoyé, la fiche technique de Papa Rouillot. Donc le rejeton, c'est le nom de cette cuvée, donc, qui est un double hommage. Il fait référence à l'hôtel-restaurant du Moule, tenu dans les années 60 par Danielle Gali, la fille de Papa Rouillot. Il désigne également la canne rejeton, plante en surmaturité qui fait naturellement pousser des petites cannes à sa base. Donc c'est cette canne dont on parle. Exactement. Un rejeton, c'est après la première coupe, la canne monte en rejeton. Donc tout ce qui vient après la première coupe, ce sont des rejetons. Donc il y a premier rejeton, deuxième rejeton, troisième rejeton, et souvent on arrive jusqu'à 5 rejetons pour avoir toujours de bons rendements. Ensuite on replante. D'accord. Donc on disait que l'agriculture, les plants sont au moule. Donc, et vous distillez à Goyave. C'est ça, exact. Oui, donc, en fait, je veux un peu revenir. Joris a très bien expliqué un peu le départ de Papa Rouillot. Mais Papa Rouillot, effectivement, c'est aussi ce collectif d'agriculteurs qui voulait vraiment faire autre chose avec ces cannes. Parce que, bon, souvent, on se retrouve avec une génération, notre génération et les générations avant nous, à savoir, c'était nos parents, nos grands-parents. Donc, qui ont toujours planté de la canne pour, sans savoir après ce que devient leur canne. En fait, personnellement, j'ai voulu porter ma curiosité à savoir ce que je peux faire avec mes cannes après cette plantation. Et c'est comme ça, en discutant avec d'autres planteurs, et particulièrement M. Gali et tout ça, qui a ces plantations, la plantation justement de Papa Rouillot, qui est aujourd'hui la plantation de Papa Rouillot. On a bien discuté. Et c'était, je me rappelle très bien de l'histoire, en 1994, où il y avait toute une série de cannes qui étaient restées debout, plus de 3000 tonnes de cannes qui étaient restées debout en Guadeloupe, qui n'ont pas pu être broyées. Donc la première question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas avoir autant de cannes. Et donc, comment un planteur peut résister avec autant de cannes et planter ces cannes et ne peut pas récolter ces cannes si vraiment c'est avec ça qu'il vit. Donc il faut vraiment trouver une solution. Donc c'est dans ce sens-là on a essayé de porter une autre alternative à faire autre chose avec la canne, autre que faire du sucre ou alors le rhum qu'on a toujours fait aussi. Donc on a voulu faire autre chose, c'est-à-dire faire un autre rhum, et ça a donné naissance à Papa Rouillot. Donc c'est depuis 2014,
les discussions, et ça, donc nous sommes arrivés à ce résultat-là. Un beau bébé. Alors en plus, parce qu'il y a des notes de dégustation, hein, c'est comme l'œnologie, ne concerne pas que le... Je ne sais pas, est-ce qu'on dit œnologie pour le rhum? Alors il y a un terme qui commence à se développer, et il y a d'ailleurs une formation qui est portée par Carte Blanche, je crois, qui était chez nous cette semaine, et qui s'appelle la romellerie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le rhum, alors en Guadeloupe, on l'a toujours consommé de manière traditionnelle. Il faut qu'on conserve ça, c'est-à-dire le sec, le CRS, le petit punch. Mais quand on voyage, le rhum a pris une dimension aujourd'hui qui est juste incroyable. Et les gens aujourd'hui font de la dégustation, ce qu'on appelle la dégustation analytique, et qui vont vraiment chercher à décrypter un rhum blanc, mais aussi un rhum vieux. Donc il y a la robe. Voilà, la robe, la structure, l'olfactif, et tout. Comment il est en bouche, etc. Exactement, la longueur. Là, je note. Comment, pardon? Même moi, je le fais. Voilà, c'est ça. Pour les rhums de Marie-Galante, Canne Grise, Bout de Cologne, je les goûte sans faire le punch. C'est ça. Donc, pour pouvoir voir, parce que quand finalement on met du sucre et du citron, certains rhums, on ne voit pas de différence parce que le citron et le sucre ou le sirop prennent le dessus. Donc c'est agréable à boire, mais c'est vrai qu'on ne fait pas trop de différence. Donc maintenant, dès qu'on remet nouveau, donc j'ai hâte de goûter le paparouillot. Alors, je pense que mon père va me dire, il faut que tu m'emmènes une bouteille. C'est ça. On peut se découvrir, donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Des notes de dégustation. Le rejeton offre une robe limpide, brillante et des larmes épaisses et larges. On va pouvoir expliquer ce que c'est des larmes pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la romellerie. Alors les larmes, c'est un peu comme dans l'univers du vin, hein, quand on a son verre, donc un verre de dégustation, donc de préférence un verre à pied, et qu'on le tient par la base et qu'on fait passer un peu le liquide sur toutes les parois du verre et qu'on remet à la verticale, il y a des larmes qui coulent. Et en fonction de la vitesse à laquelle et de l'épaisseur à laquelle elles sont, enfin la vitesse à laquelle elles coulent et de leur épaisseur, on pourra déterminer un certain nombre de caractéristiques du rhum en question avant de l'avoir goûté. C'est-à-dire si c'est un rhum gras, si c'est un rhum sec, voilà, on va pouvoir déterminer un certain nombre de choses rien que par la vue. Ensuite, pour le nez s'ouvre sur des notes végétales de canne mûre, de menthe sauvage, où se mêlent citronnelle et poivre blanc. Après aération, de subtiles touches pâtissières et cacaotées s'équilibrent avec la minéralité dominante. Je pense que là, pour les fêtes, vous allez apprendre à goûter le rhum. C'est ça. Ok. Non, c'est très, ça donne envie en tout cas. L'attaque franche, là, c'est comment il est en bouche. L'attaque franche évolue rapidement vers une belle sucrosité, soulignée par une texture onctueuse, caractéristique de la méthode de distillation en alambic. En bouche, le rejeton dévoile des zestes de citron vert, de badiane et de piment végétarien. La finale, nerveuse, laisse place à de jolis amers et une salinité apportée par les vents d'Est venant de l'océan Atlantique. Ça donne envie. C'est un appel au voyage. C'est ça, vraiment. Donc, on va voyager pour Noël. Voilà, donc on vous invite à goûter paparouillot. Donc, Guylaine, alors, quel produit, en fait, tu nous proposes là dans ton panier? Alors, j'ai porté un petit panier que je vais vous présenter. Alors, elle est toute nouvelle. Alors, c'est une petite jeune qui fait des biscuits gourmets au sésame torréfié et épices de Noël. Elle a fait une gamme. Et ils sont super bons. On retrouve beaucoup les saveurs des biscuits d'antan. Ça fonctionne, ça cartonne. À la boutique, tu bois avec du café ou une infusion, c'est vraiment top. Au petit-déj. Au petit-déj, franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a... beaucoup ne savent pas, mais Fabienne Youyut fait des confitures.
Et On ne savait je pas. pense que je suis une privilégiée de distribuer ces confitures de patates douces. Elles sont extraordinaires. Elles sont exceptionnelles. Donc voilà, donc souvent une les gens me jolie couleur, en tout réclament. cas. Et tu as vu la couleur un peu, le packaging, franchement top. Et vraiment le produit est bon. Donc elle est obligée de me livrer tous les jours. Ensuite, on a la maison Jarny. Donc je pense que tout le monde connaît la maison Jarny. Donc c'est un punch coco Giromo, mais il en a plein. Il fait du coco pistache, coco sirop de batterie, coco cajou, enfin toutes sortes de déclinaisons de coco. Ces punchs sont exceptionnels. Les gens se l'arrachent, il dort pas pour m'approvisionner. Donc ça marche super bien. Ensuite, on a la petite sauce boucanée au rhum vieux de piment coco, Leslie Bédio. Donc c'est une toute dernière sauce qu'elle a fait sortir, pareil aussi, pas mal, qui fonctionne très bien. Et on a les fameuses infusions dont je vous parlais de Kawi Poda. Alors, ce qui est bien dans ce petit mélange, c'est qu'il y a une vingtaine d'infusions. Donc, elles sont déjà préparées, elles sont déjà en petits paquets. Et donc, vous avez pour la digestion, le bien-être, tonique et sommeil, mais avec que des plantes de chez nous, hein, comme d'habitude, citronnelle, cannelle, gingembre, curcuma, cannelle, curcuma, enfin, des petits mélanges pas mal. Et le dernier petit produit qui vient de rentrer à la boutique, c'est une tuerie. Ce sont des crackers de manioc, franchement, et qui sont assaisonnés au piment végétarien. C'est vraiment hyper bon. C'est vraiment hyper bon. Et ça aussi... ça part. Alors, en ingrédients, on a de la farine de banane plantain, de manioc, du piment doux. Et vraiment, franchement, piment doux, c'est le piment végétarien. Donc, c'est vraiment très, très bon. Donc voilà, donc on compose des petits paniers comme ça. On a tous les budgets, ça commence depuis 20 €, 25, 30. Ça peut arriver jusqu'à 50, 150, 200 parce que les gens demande aussi. Voilà, parce que les gens mettent des fois des rhums vieux d'exception, donc des 7 ans d'âge, des 9 ans. Donc du coup, ça fait monter la note du panier. Mais on a toute espèce. Et vraiment, depuis l'ouverture l'année dernière, on a beaucoup carburé un panier gourmand parce que les sociétés même, ils ne veulent plus entendre parler des comtesses du Barry, etc. Donc, qui ont fait leur beau jour en Guadeloupe, mais maintenant les gens veulent des paniers 100% Guadeloupe. Franchement, on a beaucoup de demandes. Pas de vin, pas de champagne, mais des produits, un panier 100% Guadeloupe. Donc l'année prochaine, je pourrai intégrer Papa Ouyo dans mes paniers gourmands. Voilà. Voilà. Donc il faut dire quand même que Papa Rouillot, c'est une production limitée. C'est ça. On peut dire que c'est un produit d'exception, justement, parce que tout le monde n'en aura pas. Donc demain, je peux déjà commander encore. Parce que je risque d'être en rupture. Là, ça va être compliqué. Voilà. C'est ça. Non, c'est ça, c'est la beauté de la chose et en même temps la partie un peu compliquée, c'est que bon, on est sur une première année d'activité, déjà d'une part, et d'autre part, on produit en très petite quantité. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. On essaye de faire au mieux, de satisfaire tout le monde. Mais voilà, l'année prochaine, on sera mieux armé, on va dire. On aura plus de produits. Mais effectivement, pour cette année, c'est très limité. Et justement, pour cette première année, puisque vous êtes... Papa Rouillot est né en 2021, quand même, au cœur de la crise. Ah, donc ça vient de... Oui, c'est tout neuf. Première campagne. D'accord. Donc, comment on décide de créer une entreprise? C'est la même question pour Guylaine avait déjà une entreprise, mais je veux dire, comment est-ce qu'on décide de lancer une entreprise en pleine crise? Un petit grain de folie. C'est ça, comme l'a dit Tim, Tim qui est à l'origine du projet avec d'autres. C'est un projet qui débute dans nos réflexions en 2014 et qui met un temps de maturation extrêmement long finalement, près de 6 ans, pour arriver à maturité. Et effectivement, on arrive avec cette crise
Et la question se pose, hein, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on passe les premières commandes ou pas, etc. Mais bon, comme je dis beaucoup ces jours-ci, hein, quand on a choisi d'être chef d'entreprise, on a choisi par défaut d'être optimiste. Hein. C'est ça. Donc, visionnaire, optimiste. Il faut savoir, en milieu agricole, on a tellement vécu aussi que je ne pense pas que cette petite crise pourra nous freiner. Lorsqu'on a vécu, par exemple, moi, j'ai été installé en plein Hugo, par exemple. Oui, Hugo, c'est vraiment une référence. Donc, lorsqu'on a subi Hugo, on a subi Marilyn, on a subi Louis, et j'en passe, les derniers qui sont passés là. Irma, et nous sommes encore là à essayer d'aller de l'avant, à créer. Voilà. Donc Papa Ouyo a beaucoup d'années encore à voir. Donc c'est ça, c'est de partir de toutes ces difficultés-là et d'essayer d'en faire des forces aussi. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie en Guadeloupe, il y a beaucoup de belles énergies en Guadeloupe. Beaucoup de créativité. Et nous, c'est notre participation quelque part à cette créativité-là et de se dire que oui, malgré la crise, il y aura un après-crise. Oui. Et que dans cette après-crise, on aura une responsabilité aussi de pouvoir créer de la valeur, créer de l'emploi, parce que le rhum, on a beau dire, hein, le rhum c'est un produit culturel. C'est un produit culturel de la Guadeloupe. C'est un des produits qui représente la Guadeloupe à travers le monde par ses exportations. Et il faudra effectivement, avec des produits comme ça, des produits comme ceux-ci, hein, pouvoir effectivement donner une image de pays dynamique avec de la ressource à la Guadeloupe. Donc, ça va être le mot de la fin, ou presque. Guylaine, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Monsieur Sinésius, vous avez quelque chose à rajouter? On risque de passer la soirée. Vous avez beaucoup de choses à dire. Non, mais l'histoire, on l'a un peu compressée. C'est ça. Mais cette année, on pense quasiment doubler, voire tripler notre production. Donc on pourra te satisfaire. Donc l'année prochaine, oui, pour 2022. Je n'ai même pas encore publié sur les réseaux sociaux. J'ai même pas envie de publier parce que je sais que ça va partir. Une fois que je vais publier, demain surtout que demain c'est une grosse journée pour moi. J'aurai beaucoup de monde. Les gens cherchent des idées cadeaux. Donc voilà. Moi, d'ailleurs, je pense que je passerai oui, et pour rester dans le rhum, donc maintenant que moi, dans mon activité aujourd'hui à l'épicerie fine, je vends beaucoup de rhum vieux et des rhums blancs. Alors au départ, je ne voulais pas vendre de rhum blanc, mais il y a eu des petites cuvées qui m'ont séduite. Donc je me suis dit, bon, je vais rentrer une ou deux références. Je dois être à 6 références aujourd'hui. Donc, alors moi, ce que je retiens aussi, depuis quelques années où je suis hyper contente de voir que notre consommation de rhum s'est beaucoup améliorée et a explosé. On avait la réputation d'être premier consommateur de champagne. Donc je crois que ça a beaucoup diminué. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes s'y intéressent énormément. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui viennent acheter du rhum vieux, du rhum blanc, qui collectionnent, qui boivent le rhum. Alors qu'avant, moi j'ai connu une certaine époque où boire du rhum, même pour une femme, c'était bita vinaigre, quoi. Une femme qui boit du rhum, c'était pas classe, c'était pas quelque chose de... Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. On prend plaisir à prendre un petit punch. Il y a de belles bouteilles. Les jeunes s'intéressent énormément au rhum. Et ça, le rhum a de belles années à venir. Les distilleries ont fait d'énormes progrès en termes de packaging, de présentation, de communication. Regardez ça, c'est extraordinaire. Le petit socle en bois que je n'ai pas encore, mais que je vais avoir demain. Franchement, tout est travaillé. Tout est travaillé. Et moi qui suis une vitrine pour les artisans, je peux vous dire, donc je regarde le regard des clients qui arrivent. Je peux vous dire que les clients achètent ce qu'ils voient d'abord. En fait, leur produit est peut-être pas bon, hein,
mais ça ne les intéresse pas, c'est la vue. La vue, la première, c'est le premier geste, Mais première on sait, hein, même dans la motivation. restauration, Voilà, c'est comme, que c'est... donc je dis ça tout le temps aux artisans, appliquez-vous sur votre packaging parce que c'est ce que le client va choisir d'abord. Voilà, ben ça va être le mot de la fin pour ce soir. Donc j'espère que ce focus vous aura mis en appétit pour demain, hein. N'hésitez pas à aller dévaliser les magasins demain pour ce réveillon. Donc on remercie nos invités d'être venus ce soir et la preuve que, bon voilà, dans un pays tropical comme le nôtre, sujet aux intempéries violentes, ben on sait qu'une crise sociale, c'est aussi l'opportunité pour de jeunes entreprises de pousser. Donc n'hésitez pas à les soutenir et puis on vous souhaite un joyeux réveillon demain en famille, comme vous aurez souhaité de le fêter. Et on pense évidemment aux personnes qui sont encore dans la tourmente sociale ce soir et jusqu'à la fin du mois peut-être. Voilà, bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour la tranche info.